Donc, premier temps fort de cette journée, une conférence de Dominique Paturel, qui est chercheur à l'INRA de Montpellier. Vous pouvez l'applaudir, vraiment. Merci Dominique de vous être déplacé avec toutes ces grèves et autres. C'est vraiment que la thématique était importante. Et donc, Dominique Paturel travaille sur la démocratie alimentaire et l'accès à l'alimentation de qualité pour tous. C'est donc un temps très fort et une thématique forte pour le Finistère. Et elle a un propos, vous allez voir, qui est assez puissant puisqu'elle remet tout simplement en question l'aide alimentaire. Donc ce sont des propos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et j'ai le plaisir de lui laisser donc la parole. Il y en a environ pour une quarantaine de minutes et ensuite vous pourrez interagir avec elle. Écoutez, bonjour à tous, merci d'être là. Je remercie beaucoup le conseil départemental et l'ensemble des personnes là, qui m'ont facilité ma venue ici, dans un climat auquel je ne suis pas trop habituée. Mais ça change et finalement ça fait du bien. Donc moi je suis chercheuse dans une UMR qui s'appelle Innovation et dans un collectif de recherche qui s'appelle Démocratie alimentaire dans les marchés. Et notre hypothèse de départ, c'est de se dire que la démocratie alimentaire, c'est la meilleure façon d'assurer la sécurité alimentaire, en particulier sur la question de l'accès et sur la question de la durabilité. Alors, première petite chose, c'est de partir du constat dans lequel on est aujourd'hui, une situation de paradoxe qui est quand même assez importante, puisque d'un côté, on a une offre alimentaire en direction des familles à petit budget qui est essentiellement basée sur l'aide alimentaire. De l'autre, on a quand même une grande partie de la population française qui a conscience des défis qui sont à l'œuvre autour de l'alimentation et de l'accès à l'alimentation et qui va faire des choix d'y accéder par exemple des circuits courts. On a également la valorisation du modèle alimentaire français qui est basé sur le plaisir de manger, mais surtout sur le fait de manger ensemble. Et on a en même temps une responsabilisation individuelle qui se fait en direction des mangeurs sur ce qu'on appelle une nutritionnalisation de l'alimentation, c'est-à-dire découper l'alimentation en nutriments et le mettre au regard de la question de la santé. Et puis surtout, on a une classe d'actifs qui sont les exploitants agricoles, dont un tiers sont en situation de grande précarité et qui, pour un certain nombre, peuvent produire à perte. Ça, c'est une première chose, mais on en retrouve aussi un certain nombre d'entre eux comme bénéficiaires de l'aide alimentaire. Voilà. Donc, vous voyez, on a un certain nombre de paradoxes, les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est pour ça que le concept de démocratie alimentaire est un concept qui est intéressant pour nous tous. Donc, il a été défini en 1998 par Tim Lang. La seule chose que nous dit Tim Lang, c'est que finalement, on est face à un système alimentaire mondialisé qui dépasse largement les États et on a du mal à le réguler et on a beau essayer d'ailleurs de le réguler par de la législation, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, il dit finalement, la seule solution, c'est que les habitants reprennent la main sur leur système alimentaire. Alors, on a deux approches qui vont être travaillées à partir de cette définition. Une qui va être autour du droit, dont je vous parlerai un petit peu plus, et une deuxième approche où finalement la démocratie alimentaire, c'est un moyen d'action collective. Et ça a été en particulier développé par des collègues australiens, Subos et John Coveney, qui montre un peu comment un ensemble d'initiatives peuvent permettre de faire bouger les lignes des systèmes alimentaires. Et c'est ce qu'ils appellent du consommateur au citoyen. Alors j'ai mis alimentaire, parce que je ne sais pas comment le traduire. En anglais, c'est food citizen. Alors ceci dit, la démocratie alimentaire en elle-même, c'est-à-dire à travers cette définition, reprendre la main sur le système alimentaire, vous voyez que quand on dit ça, on pose un cadre, mais on ne dit pas grand-chose d'autre. Et la démocratie alimentaire, il faut qu'elle prenne en compte un certain nombre d'éléments.
En particulier que les fonctions de l'alimentation, ce n'est pas juste une fonction biologique ou une fonction nutritionnelle, qui est souvent celle qui est mise en avant aujourd'hui, en particulier dans les débats publics, mais c'est bien sûr une fonction identitaire et c'est également une fonction sociale extrêmement importante. Et c'est important de comprendre que l'ensemble de ces fonctions caractérise l'alimentation, parce qu'on a souvent l'habitude de travailler essentiellement sur une des fonctions et pas toutes les fonctions, en particulier la fonction biologique. Hein. On entend souvent des discours du style « les gens ont faim, il faut qu'on leur donne à manger ». Oui, c'est vrai, mais une fois qu'on leur a donné à manger, on ne peut pas leur donner plus à manger que ce qu'on leur a donné à manger. Donc on voit bien qu'il y a à réfléchir aussi à chaque fois, quand on travaille sur une des fonctions, qu'est-ce qui se passe pour les autres. La deuxième, c'est quand même de garder en mémoire le modèle alimentaire français, même si les pratiques alimentaires aujourd'hui changent énormément. C'est qu'une des caractéristiques pour nous Français, et pas d'aujourd'hui, hein, qui remonte à assez loin, c'est de manger ensemble. Manger ensemble, c'est plus important que la question de la qualité des produits. Et c'est important de comprendre ça, parce que c'est sur ce manger ensemble que se sont construits une grosse partie des politiques sociales avec lesquelles on travaille et qui aujourd'hui sont encore extrêmement présentes et ont poussé à ce qu'on mette en place un dispositif tel que celui de l'aide alimentaire. Et le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut sortir de l'idée de l'alimentation égale produit ou denrée alimentaire, et il faut le voir comme système, parce qu'un des problèmes majeurs que nous avons aujourd'hui, c'est en gros de manger des choses dont on ne sait pas d'où elles viennent ni comment elles ont été produites, c'est-à-dire une déconnexion complète entre ce qu'on mange et les conditions dans lesquelles ça a été produit. Donc cette vision systémique, elle est importante parce qu'elle rassemble d'une part les activités qui sont nécessaires pour arriver à ce qu'on puisse manger, c'est-à-dire produire, transformer, distribuer et consommer. Et évidemment, à travers ça, à travers ces activités, c'est aussi les travailleurs qui sont présents dans toutes ces chaînes, les paysans, les artisans, les transformateurs et tous les distributeurs, les grands commerces, les petits commerces, etc. et la fonction de consommation. Et ce que nous avons en commun, eh bien, c'est qu'on est tous des mangeurs. Qu'on soit producteur, transformateur ou autre, on est tous des mangeurs. Ça, c'est notre communauté. Et c'est aussi à partir de cette place-là, celle de mangeurs, qu'on va regarder la question de l'aide alimentaire. C'est mon téléphone en plus. Je suis désolée. Donc, on a travaillé, nous, pendant une petite année, dans le cadre d'un séminaire autour de la démocratie alimentaire. Un de nos objectifs, dans le cadre de ce séminaire, c'était de reposer la question du droit à l'alimentation. Déjà, la première chose, c'est que on s'est rendu compte que ce droit à l'alimentation n'existait pas en France. On était un des pays qui ne le rend pas effectif, tout simplement parce que dans notre histoire, on a un droit à la santé qui est jugé supérieur à la question de l'alimentation. Sauf qu'aujourd'hui, l'alimentation fait partie des éléments qui construisent ce droit à la santé et qui n'est pas forcément pris en compte. Donc en travaillant cette question du droit, on a un peu exploré ce qu'on a appelé, nous, qu'est-ce que ça pourrait être le périmètre d'un droit à l'alimentation durable. Durable venant ici amener la préoccupation de la situation écologique dans laquelle on est et la prise en compte des générations futures. Et dans ce travail qu'on a mis en place, la démocratie alimentaire nous a servi à la fois de cadre de pensée, mais aussi de réfléchir à de l'action collective pour engager une lutte contre les inégalités qui sont liées à l'alimentation en particulier. Et dans ce travail qui consiste à reprendre la main sur le système alimentaire, l'enjeu de la reconnexion avec les autres activités du système alimentaire sont extrêmement importantes. Et ça demande en particulier de socialiser toutes les nouvelles connaissances qu'on a là-dessus, et en particulier celles qui sont issues de la recherche. Alors, cette diapo, elle a été faite à la conclusion de l'atelier 12 des États généraux de l'alimentation en octobre 2017. Donc c'est extrêmement intéressant de la voir parce que donc c'est une diapo qui a été faite par la Direction générale de la cohésion sociale qui animait cet atelier. Cet atelier a réuni
100 à 150 personnes, issues du monde associatif, mais également issues du monde de la production, issues également du monde de la distribution. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, alors déjà, cet atelier s'appelait la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et finalement, ce n'est pas le concept qui a été retenu. Et c'est important aussi de bien comprendre pourquoi nous, on parle de précarité alimentaire et pas d'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, c'est un terme qui est repris à peu près partout sur la planète, sauf chez nous, franco-français. Nous avons notre concept qui s'appelle précarité. Tout simplement parce que pour nous, la précarité, c'est le concept à partir duquel, dans le milieu des années 80, se construisent les nouvelles politiques sociales, les nouvelles politiques publiques, en particulier à partir des travaux faits par Wresinski, qui nous montrent que la précarité, c'est tout un tas de ruptures qui se font dans la vie des gens, et en particulier des ruptures de liens sociaux. Et donc cette question de précarité, c'est celle-là qui va permettre d'installer le RMI, mais c'est aussi celle-là qui, par la suite, va ouvrir sur les différents droits sociaux qui vont se mettre en place. Donc finalement, dans cet atelier, il y a eu une espèce d'unanimité pour dire « ouais, mais ce qui nous définit, c'est plutôt la question de la précarité alimentaire ». Et ça, d'autant plus qu'une grande partie de l'action sociale est basée autour de l'alimentation comme moyen de garder du lien social et comme moyen de penser éventuellement l'insertion. Donc c'est la raison pour laquelle on aura le fait de garder cette idée de précarité. Et vous voyez, les choses qui sortent de cet atelier, en gros, c'est de dire il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on sorte de la vision qu'on avait jusqu'à maintenant sur le fait qu'autour de la précarité et des familles qui ont des petits budgets, et des personnes qui sont en situation de précarité, la réponse, c'est l'aide alimentaire. Il y a eu vraiment une prise en compte de peut-être séparer cette idée d'aide alimentaire nécessaire en direction de situations qu'on pourrait qualifier d'urgence, et que dans l'ensemble des personnes qui aujourd'hui s'adressent à l'aide alimentaire et qui sont dirigées vers l'aide alimentaire, eh bien, il n'y a peut-être pas des situations qualifiées d'urgence totale. Donc, essayons de séparer ça et de voir ce que ça fait. Et la conclusion de cet atelier était sur ces trois dimensions. Et dans la loi Egalim, donc, dans la loi Egalim, donc c'est la lutte contre la précarité alimentaire qui va apparaître. Hein, c'est plus l'insécurité alimentaire et c'est la lutte contre. La définition qui est donnée dans l'article de loi qui en parle donc est celle-là, je ne vais pas vous la relire. Et en tout cas, ce qui est dit, c'est que l'aide alimentaire contribue à la lutte contre la précarité alimentaire. Donc on sous-entend qu'il peut y avoir d'autres solutions que celle de l'aide alimentaire pour lutter contre la précarité. Hop. Alors pour nous, la précarité alimentaire, c'est un petit peu plus que ça quand même, parce que, je ne sais pas si, je vais peut-être revenir en arrière pour quand même juste souligner une chose, c'est qu'on voit apparaître dans le discours autour de la lutte contre la précarité, vous voyez, le respect du principe de dignité des personnes. Jusqu'à maintenant, ce principe n'était pas du tout affiché dans ces politiques. Et ça fait référence au droit à l'alimentation tel qu'il existe aujourd'hui, puisqu'il existe aujourd'hui le droit à l'alimentation, et il est dans le registre des droits humains. Et dans le registre des droits humains, la question de la dignité des personnes est assez centrale dans la plupart des droits sociaux qui sont émis. Et donc on voit intégrer dans cet article ce principe de dignité qui est en particulier, qui a été mis en avant par beaucoup d'associations et d'ONG, comme le Secours catholique par exemple, et donc qui a été entendu et repris dans le cadre de cet article. Mais je dis mais parce que ça pose des problèmes quand même. Et pour nous, la précarité alimentaire, c'est quand même quelque chose qui va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas juste se poser la question du fait que les gens ont des petits budgets, donc la pauvreté économique est à prendre en compte, mais c'est aussi, surtout, une série d'empêchements socioculturels et politiques dans l'accès à une alimentation durable.
C'est-à-dire aujourd'hui, pour la plupart des gens, une obligation d'avoir recours à l'assistance avec un passage obligé par des structures de contrôle. C'est le fait d'avoir un pouvoir d'agir contraint sur sa situation d'accès à l'alimentation, et c'est d'être assigné à la distribution de produits alimentaires et assigné à consommer des produits alimentaires, en particulier qui sont non durables. C'est-à-dire que vous voyez, dans la précarité alimentaire, ça vaut le coup quand même d'aller un petit peu plus loin et de regarder exactement qu'est-ce que c'est l'ensemble des choses qui sont à travailler, en tout cas qu'on peut rendre visibles pour comprendre pourquoi la seule réponse que l'on a est celle de l'aide alimentaire. Donc je vous ai remis ici la définition qu'il y a dans l'article, et en face je vous ai mis la définition du droit à l'alimentation telle qu'elle a été rénovée, si je peux dire, par Olivier de Schutter, le temps de son mandat comme rapporteur spécial des Nations Unies. Vous voyez que quand même, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Hein. D'un côté, on parle de favoriser l'accès, mais on ne sait pas trop comment. On l'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. On considère quand même que l'aide alimentaire contribue à la lutte, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Alors que le droit à l'alimentation, même du côté des droits humains, il dit très clairement que c'est le droit d'avoir un accès régulier, permanent, libre, soit directement, soit au moyen d'achat monétaire, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Donc vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui fait un peu le grand écart entre ce que nous avons, nous, maintenant, pour définir la précarité alimentaire dans le cadre de la loi Egalim. Jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qu'on n'avait pas, on l'a, et la question du droit à l'alimentation telle qu'elle était définie par Olivier de Schutter. Alors, quelques chiffres, quand même, pour savoir de quoi on parle autour de cette question de l'aide alimentaire. Donc, c'est les derniers chiffres qui sont donnés par la Direction générale de la cohésion sociale. On a 17 réseaux nationaux qui sont habilités à recevoir et des subventions et des produits alimentaires, et plus de 2000 associations qui sont habilitées à l'échelle régionale. Donc on a quand même pas mal de denrées distribuées, en particulier par les 3 réseaux que je nomme ici. Et on a aujourd'hui 5,5 millions, en tout cas avant que démarre la campagne hivernale, 5,5 millions de nos concitoyens qui sont inscrits à l'aide alimentaire. Et on a identifié à peu près 8 à 9 millions de personnes au total qui seraient dans la précarité alimentaire. Une majorité de femmes. Et on a quand même un tiers d'enfants de moins de 15 ans qui sont concernés. Le montant de cette filière de l'aide alimentaire est à peu près estimé à 1,5 milliard, en sachant que là-dedans, on a à la fois des fonds publics qu'on peut identifier comme des fonds publics et qui sont liés à la défiscalisation des produits récupérés de la grande distribution ou des transformateurs ou de l'industrie. Il y a effectivement un tiers qui vient de fonds privés et un tiers qui correspond à la valorisation du bénévolat. Parce que la particularité de ce dispositif d'aide alimentaire est qu'elle repose essentiellement sur du travail bénévole. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Si demain, l'ensemble des bénévoles des associations caritatives s'arrêtaient de faire de la distribution d'aide alimentaire, vous voyez bien que ça amènerait une situation largement compliquée. Alors c'est vrai que je vais m'arrêter avant de passer à ça, je voudrais quand même parler un petit peu plus de cette filière de l'aide alimentaire. Oui, parce que c'est une filière, l'aide alimentaire. Même si ça ne s'affiche pas comme ça, c'est un dispositif qui marche et qui fonctionne parce qu'on a en amont un système de production, de transformation et de distribution qui produit trop, dans lequel il y a pas mal de surproduction à tous les niveaux de la chaîne et qui va permettre de nourrir cette filière, en sachant que cette filière, elle existe
d'abord et avant tout pour ça, pour pouvoir absorber une partie de ces surplus. Donc, à partir de 2010, en France, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche va inscrire l'aide alimentaire comme une activité agricole. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la profession agricole n'avait pas forcément affiché cette aide alimentaire comme une activité. Ils vont le faire, et ça va être présent à partir de 2010, et ça sera renforcé en 2014 par la loi d'avenir et de l'agriculture. Alors, on peut expliquer ça aussi, parce qu'à ce moment-là, on a une remise en cause du financement européen de l'aide alimentaire, et jusqu'en 2008, le financement de l'aide alimentaire se nichait dans la PAC. Donc, de fait, c'était une activité agricole qui ne disait pas son nom, mais c'en était une. Et donc, à partir de ce moment-là, la remise en cause de ce fonctionnement fait que peut-être ça pousse la profession agricole française à ne pas lâcher cette filière de l'aide alimentaire et de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui s'inscrive dans la loi. La grosse différence des pays anglo-saxons, c'est que nous sommes dans un pays où les choses bougent parce qu'il y a des lois qui sont votées au Parlement. Souvent, ces lois viennent à la suite de choses qui sont déjà un peu actées dans la société civile. Et donc, la loi, elle est extrêmement importante. Nous ne sommes pas dans un pays qui fonctionnons sur de la jurisprudence, mais on fonctionne sur des lois à partir desquelles il peut y avoir effectivement de la jurisprudence. Et ça, c'est important parce que ça veut dire aussi que si le droit à l'alimentation n'est pas effectif à travers notre législation, on va avoir du mal à le faire entendre et à le faire respecter. En 2016, on va avoir une autre loi qui va intervenir et qui va bousculer pas mal de choses aussi dans cette filière de l'aide alimentaire, c'est la loi Garot, contre le gaspillage. Et on ne peut pas être contre le gaspillage. La question, elle n'est pas là. La question, elle est que dans un premier temps, même s'il y a 4 façons de penser la façon dont peut être recyclé ce gaspillage, pour l'instant, le gaspillage, il est essentiellement dans le recyclage des denrées alimentaires via les structures d'aide alimentaire. Donc on a vu arriver un afflux aussi de produits alimentaires dans un dispositif qui était déjà pris par une redistribution de la surproduction. Le truc, c'est pas d'être contre la loi Garot, vous comprenez bien que c'est pas de ça dont il s'agit. C'est juste de se dire comment on peut essayer de réfléchir au fait qu'il faut bien travailler sur le gaspillage et en même temps essayer de se dire que la solution, c'est pas systématiquement renvoyer ces produits dits gaspillés à une population qu'on identifie en situation de précarité alimentaire. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est qu'à partir des années 2000, on va avoir un certain nombre de programmes de santé publique qui vont mettre en avant les problèmes de santé liés à une alimentation précise, qui est l'alimentation ultra transformée. Et on va voir ça repris dans les plans nationaux nutrition et santé. Et là, à travers ça, commence à se mettre en route une vision de l'alimentation fragmentée. C'est-à-dire qu'on va commencer à regarder et à dire il faut manger plus de produits frais. Ça, c'est la vision générique, mais derrière, c'est découpé en nutriments. Et on va commencer à construire un discours de santé publique autour de ça, avec un certain nombre de normes. Alors, donc il y a un certain nombre d'impensés dans la façon dont on réfléchit l'ensemble de ces questions. Là, comme je l'ai évoqué, vous voyez bien, on est dans un système de production qui continue pour l'instant à produire de façon assez forte et qui donc va de fait produire de la surproduction. On a aussi un présupposé assez fort sur la question de la pauvreté qui est celui de penser que les pauvres ne savent pas ce que c'est ces besoins qui seraient nécessaires pour être en bonne santé. Ça, c'est une première chose. Ils ne savent pas cuisiner, ils ne savent pas gérer leur budget, ils ne savent pas qu'aujourd'hui on est dans une période de transition écologique, ils ne savent pas que les pesticides
c'est pas génial, etc., etc. Et vous voyez bien que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qu'on soit à petit budget ou pas à petit budget, on sait bien tout ça, quoi. On sait bien qu'on a des enjeux et un défi écologique qui est important. On sait bien que les pesticides, c'est quand même pas ce qu'il y a de meilleur. Et on ne peut pas imaginer, nous tous, que le matin, il y ait des mères de famille qui se lèvent en se disant « Chouette, aujourd'hui, je vais faire de la cuisine avec des produits qui vont empoisonner mes enfants ». Donc vous voyez bien que par rapport à ça, on a besoin de se décaler et de se dire que cette prise de conscience-là, elle est partagée. Elle est partagée par l'ensemble des habitants d'un pays comme la France ou en grande partie du continent sur lequel on est. Donc on a un vrai problème démocratique sur cette vision qui est celle d'assigner une partie de la population à une espèce d'inculture sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui et d'assigner une partie de la population à se nourrir avec une partie de produits, en particulier les produits ultra transformés, qu'on sait aujourd'hui tous qu'ils sont nocifs pour notre santé aujourd'hui et demain. En même temps, on a également un matraquage assez fort qui va s'exprimer à travers des mots qui viennent dire des choses aussi assez fortes, comme par exemple celui de la malbouffe. Le nombre de fois où on entend ce terme-là pour qualifier l'alimentation d'une partie de la population, c'est une façon de stigmatiser les gens, leur situation, qui sont quand même assez difficiles à entendre, d'autant plus qu'il faut savoir que pour une partie de cette population, ce type de vocabulaire est vécu sur le registre du mépris social. Et donc ça vient nous indiquer aussi aujourd'hui l'état de la société dans laquelle on est et la façon dont on est en capacité d'être en relation les uns avec les autres et comment on se pose la question du partage de l'accès aux ressources, en particulier des ressources alimentaires. Si j'insiste sur cette question-là, c'est parce que nous, en France, on a un long passé, une longue histoire du côté de l'hygiénisme, en particulier donc sur le début du XXe siècle. Et cet hygiénisme avait un rôle extrêmement fort, qui était celui du contrôle social sur une partie de la population. Et on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui, quand on entend un certain nombre de ces discours et un certain nombre de ces préconisations, de se demander s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se mettre en place. Entre autres, parce qu'on renvoie les individus, et chacun d'entre nous, à la responsabilité de ce qu'on mange, de ce qu'on choisit de manger. C'est comme si on était dans une situation où n'importe lequel d'entre nous, on pouvait choisir d'être en bonne santé ou en mauvaise santé. Alors qu'autour de nous, on a une offre alimentaire sur laquelle on n'a pas la main. On n'a pas la main sur les choix de produits qui sont mis en vente dans la grande distribution, dans les hard discount, à Lidl, etc. Donc il ne faut pas se tromper. Même s'il y a un travail de conscientisation à mener et à travailler là-dessus, ça n'empêche qu'on est aussi dans une situation où l'offre alimentaire évolue pas assez et pose en tout cas plein de questions. C'est l'ensemble de ces impensés qui sont peut-être importants à reprendre en compte pour nous tous. Alors, j'attire également votre attention sur un petit point qui n'est pas un petit point d'ailleurs, c'est que on est beaucoup de femmes à travailler sur ces questions-là, que ce soit des chercheuses, des ingénieurs, des chargés de mission, des travailleuses sociales, des bénévoles, et que le fait de travailler, d'être des femmes qui travaillons là-dessus, on a du mal à faire entendre que l'alimentation est un objet politique. Surtout que pour la plupart d'entre nous, on l'attrape par des méthodologies ou des questions de vie ordinaire, c'est-à-dire qu'on regarde qui c'est qui fait les courses, qui c'est qui fait à manger, qui c'est qui fait les menus, qui c'est qui cherche à équilibrer les repas, et que souvent derrière ces questions qu'on pose, c'est encore et souvent des femmes. Et la plupart du temps, on nous dit « mais ça, c'est des problèmes domestiques, c'est des choses qui sont à voir dans l'espace privé, celui de la famille, et c'est normal d'ailleurs que ce soit les femmes qui s'en occupent. » Or, ces questions-là, telles que je suis en train de vous les poser, sont des questions politiques.
C'est pas juste quelque chose qu'il faudrait qu'on résolve entre nous, dans nos familles, mais c'est aussi la façon dont la société est organisée aujourd'hui et fait qu'une partie de ces tâches continue à reposer fortement sur les femmes. Et donc, si je me permets d'attirer l'attention là-dessus, c'est aussi pour dire, la politique, c'est aussi les questions de vie ordinaire, en particulier aujourd'hui, quand ça touche des questions comme l'alimentation et l'accès à des besoins fondamentaux. Alors, on va quand même essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si l'ensemble des personnes qui travaillent sur les questions de précarité alimentaire pouvaient garder en mémoire la vision systémique de l'alimentation, c'est-à-dire se dire ce qu'on est en train de manger, comment ça a été produit, comment ça a été transformé, comment c'est distribué. Je sais, c'est un peu long parce qu'à chaque fois je répète les 4 activités, mais vous voyez, c'est l'alimentation comme vision transversale. Et vous voyez bien qu'en termes de politique publique aujourd'hui, c'est quand même pas l'approche qu'on a. L'approche qu'on a, c'est on a un ministère de l'alimentation, on a un ministère des Affaires sociales, on a un ministère de la Santé. Et vous voyez bien qu'on est, pour avancer sur ces questions-là, la nécessité de la vision systémique, de l'approche transversale est extrêmement importante. Et à chaque fois qu'on attrape la question alimentaire par une partie des activités, parce que je veux dire, on ne peut pas non plus travailler sur les 4 en même temps, il faut se poser la question des acteurs qui sont absents. Quand moi je travaille dans mon atelier cuisine, là le fait de faire des recettes de cuisine avec les gens du quartier où j'interviens, où sont les producteurs, où sont les artisans, où sont les petits commerçants, etc. etc. C'est un effort à faire, mais c'est la seule façon que l'on a aussi de pouvoir ramener la question alimentaire dans sa totalité et de voir l'ensemble des choses qui peuvent être faites. Pour l'instant, on est dans une situation où il y a une multitude d'initiatives sur l'ensemble du territoire. Mais quand je dis une multitude, c'est vraiment une multitude. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là il y a 10 ans. Entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est impressionnant ce qui a pu se passer. Et malgré tout, on a du mal à faire bouger les choses. On est sur ce que j'appelle un espèce de plafond de verre. C'est-à-dire qu'il y a une horizontalité qui se met en place, mais on ne voit pas comment ça fait action collective, et on ne voit pas comment ça produit de l'action publique. Donc la proposition, c'est de faire réseau, mais pas réseau pour faire réseau, c'est réseau à des échelles de territoire, et de voir en quoi ça peut faire bouger. Alors je sais, aujourd'hui, il y a les projets alimentaires de territoire, mais il faut, en tout cas, la première vague de PAT qui s'est mise en place ne répond pas à ça, en tout cas. Et donc on va voir, peut-être que la deuxième vague va pouvoir intervenir de cette façon-là, on verra bien. Mais en tout cas, s'il n'y a pas quelque chose comme ça qui se met en place, on va rester sur nos initiatives citoyennes, on va sûrement refabriquer de l'entre-soi, chacun ayant sa petite réponse avec ses ressemblants, et on laissera de côté une grande partie de la population. Et bien évidemment, en termes de démocratie, la question essentielle, c'est remettre les citoyens au cœur des choix. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer sur ces questions-là si on n'a pas, là aussi, à l'échelle des territoires où l'on vit, la possibilité de débattre de façon démocratique sur ce qu'on veut. Je pense que l'enjeu des municipales là-dessus va être extrêmement intéressant. On va voir certainement des projets alimentaires qui vont fédérer à nouveau des collectifs de citoyens. Ça vaut le coup en tout cas de l'observer. Et deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut penser accès à l'alimentation. C'est pour ça que j'avais intitulé ma présentation de l'aide alimentaire à l'accès à l'alimentation. Et donc c'est accepter de se décaler et de voir comment on peut non plus penser distribution de produits alimentaires, et quels que soient les justificatifs qu'on mettra derrière. Les gens ont faim, il faut qu'on leur donne à manger, les gens ont besoin qu'on leur apprenne à manger des légumes, quels que soient les justificatifs, c'est commencer à se dire qu'est-ce qui est du ressort de l'aide alimentaire d'urgence, en particulier pour les gens qui sont dans la rue, pour les gens qui habitent dans des conditions précaires, qui n'ont pas les moyens de cuisiner. Et même là, on pourrait réfléchir à un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qui est du ressort de l'accès à l'alimentation? En gros, sur les 5,5 millions de personnes dont je vous ai parlé, moins d'1 million de personnes sont concernées par l'aide alimentaire d'urgence. Les autres sont concernées par la question de l'accès à l'alimentation.
Alors, on a essayé aussi de définir un petit peu en termes d'action collective, donc à partir de ce Food Citizen de Subos et John Coveney, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement? Concrètement, ça veut dire participer à des actions collectives soutenues par des principes démocratiques, parce que ça aussi, c'est intéressant à regarder. Hein. On a analysé un certain nombre d'initiatives qui mettent en avant le fait que ce sont les gens concernés qui discutent et réfléchissent de leur accès à l'alimentation. Et en même temps, nous, on se rend compte que la démocratie n'est pas souvent au rendez-vous. Donc ça vaut le coup aussi quand même de regarder comment on remet en place des processus démocratiques. Évidemment, c'est l'opérationnalité des actions. Ce qui se met en place, il faut que ce soit concret, il faut que ça se transforme en accès à l'alimentation pure et dure. Dialogue continu avec les différents acteurs du système alimentaire. Moi, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que le modèle qu'on a souvent dans la tête, c'est celui de penser circuit court. Et bien sûr, c'est important, parce que les circuits courts, c'est aussi un lieu d'apprentissage extrêmement important de la reconnexion des activités. Donc on est bien d'accord, mais je veux dire, on ne mangera pas tous circuit court, donc la question de la place de l'alimentation industrielle et la discussion avec les industriels dans ces questions-là est extrêmement importante. L'apprentissage collectif et le partage des connaissances et des savoirs, moi je trouve qu'aujourd'hui il y a trop peu de socialisation des connaissances et des savoirs autour de l'accès à l'alimentation, et bien évidemment il y a la recherche de l'intérêt général. C'est-à-dire c'est comment cette question de l'accès à l'alimentation est valable pour tout le monde. Alors, on est quelques-uns à réfléchir à quelque chose qu'on a appelé une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, ce qui est au cœur en tout cas pour l'équipe avec laquelle je travaille, de cette possible sécurité sociale de l'alimentation, c'est d'abord un droit à l'alimentation universel et particulier. Ça peut paraître bizarre. Je reviens un tout petit peu sur ce que je vous disais sur le droit à l'alimentation tout à l'heure. C'est qu'un des problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui, c'est que donc, le droit à l'alimentation du côté des droits humains, il existe. Et en même temps, vous voyez, il n'est pas effectif dans un pays comme la France, en particulier parce qu'il y a ce droit à la santé. Et une des raisons pour lesquelles il n'est pas effectif, c'est que finalement, l'alimentation est considérée comme une marchandise comme une autre. Donc l'alimentation est prise dans les accords commerciaux mondialisés, mais aujourd'hui aussi et surtout dans les accords bilatéraux. Et donc là-dessus, vous voyez bien que c'est difficile d'avoir prise avec ça. Donc c'est la raison pour laquelle, si on n'a pas en France un droit à l'alimentation inscrit dans la loi, on aura du mal à faire avancer les choses. Donc il faut que ce droit à l'alimentation soit universel, c'est-à-dire en direction de tout le monde, et particulier parce que dans l'accès à l'alimentation et dans la question des besoins au niveau de l'alimentation, les groupes sociaux n'ont pas les mêmes besoins. Les bébés, les enfants ou les personnes âgées n'ont pas besoin de la même chose. Les origines culturelles font qu'on ne mange pas tous la même chose, et il faut que ça se soit pris en compte. Donc ça veut dire aussi que cette question du droit à l'alimentation, elle doit passer d'une part par des échelles de bassins de vie, de territoire, et par la question des groupes sociaux. Donc on est bien conscient qu'on complexifie la question, mais de toute façon, ce type de droits aujourd'hui sont au cœur des nouveaux besoins citoyens tels qu'ils existent. Dans cette sécurité sociale de l'alimentation, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a des outils de politique publique aujourd'hui qui existent et qu'on pourrait les mettre au service de l'accès inconditionnel à une alimentation de qualité. C'est en particulier la restauration collective publique. Bon, je ne vais pas rentrer trop en amont là-dedans, mais pour vous dire qu'il y a des endroits où ça s'expérimente. On a un outil également de politique publique qui sont les marchés d'intérêt nationaux. Là aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait remettre au service de cette question de l'accès. Bien sûr, l'aide alimentaire qui pourrait être là-dedans, mais encore bien d'autres choses. Donc ça veut dire aussi qu'en ramenant cette question de l'accès à l'alimentation à l'échelle des territoires où on vit, se pose la question du conventionnement des acteurs de cette chaîne alimentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on propose également donc, une allocation sur le modèle des allocations familiales de l'alimentation. Cette allocation familiale, elle est extrêmement importante aussi parce qu'elle va servir à plusieurs choses. D'une part,
à résoudre la question économique pour une partie de la population qui ne peut pas accéder à des produits qui aujourd'hui sont plus chers, et c'est normal. C'est pas enfin, je veux dire, on peut en discuter, mais ça paraît évident que les coûts soient un petit peu plus élevés. Ça, c'est une première chose. Rôle important aussi de cette allocation dans une vision de transition, parce que pour arriver à un projet politique de cet ordre-là, il faut également travailler la question de la transition, en sachant qu'on est bien sur de la transition, on n'est pas sur quelque chose de définitif, ça veut dire qu'on le cadre dans le temps, et faire en sorte que cette allocation, petit à petit, soit orientée vers peut-être plus d'achats locaux, peut-être plus d'achats de produits frais, certainement, mais en tout cas, permettre de sortir de la spirale actuelle qui est qu'on a une grande partie de l'alimentation qui est autour d'une alimentation ultra transformée. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que l'alimentation, c'est un marqueur de pauvreté et c'est également quelque chose d'extrêmement important qui vient nous dire des choses sur un rapport de classe. L'aide alimentaire, c'est une variable d'ajustement de la gestion de la pauvreté et c'est en tout cas, ça vient nous montrer une rupture d'égalité dans l'accès à l'alimentation. L'alimentation, aujourd'hui, c'est un problème public, qui est surtout traité du côté de la fonction biologique et traité par des politiques de nutritionnalisation, mais c'est quand même là, dans l'espace public. Et on a aujourd'hui, à travers l'alimentation et à travers ce questionnement d'accès à l'alimentation et d'aide alimentaire, des signaux faibles, qui sont de moins en moins faibles d'ailleurs, qui viennent nous dire que la qualité de citoyen, donc la qualité de citoyen, elle est liée de plus en plus à l'accès aux besoins fondamentaux, mais en gros, ça pose la question de l'accès aux ressources. Et comment on va partager cet accès aux ressources, en particulier face au changement climatique. Et l'alimentation est un excellent marqueur pour regarder tout ça d'un peu plus près. Je crois que j'ai fini. Merci.